Bienvenue dans le podcast Game Entrepreneur, le podcast sans filtre qui vous aide à passer au niveau supérieur dans votre vie et dans votre business. Ici Joanne Yangting, ma mission est de vous aider à gagner en clarté sur vos actions pour gagner en liberté et en impact afin de cultiver votre plus haut niveau d'excellence. C'est l'esprit Game Entrepreneur, voir la vie et le business comme un jeu. On passe les différents niveaux ensemble, on devient meilleur et surtout on kiffe le game. Prêt pour level up ? Let's go! Hello, ici Joanne Yangting, bienvenue dans le podcast Game Entrepreneur, j'espère que vous allez bien, parce qu'aujourd'hui je vais vous parler des 10 choses que j'ai apprises en travaillant chez moi, mais aussi en voyage pendant les 10 dernières années. Vous êtes amené à travailler chez vous, à travailler à domicile, vous voulez travailler à domicile, ou vous voulez aussi travailler en voyageant, parce que quand on voyage, on est amené à travailler dans des chambres d'hôtel, dans des logements comme des Airbnb ou autres, et c'est vrai que c'est un gros challenge, parce que ça demande de la discipline, de l'organisation, et si ça fait rêver sur le papier, dans la réalité, on se rend compte que c'est pas toujours si facile que ça soit la capacité à différencier le pro et le perso, parce que quand le lieu de travail devient le lieu de vie, que le lieu de vie devient le lieu de travail, c'est un peu compliqué. Également, on a eu dernièrement avec la crise sanitaire l'expansion du télétravail, et nous sommes très nombreux à avoir été forcés avec le confinement à travailler chez nous, et après, beaucoup d'entreprises encouragent le télétravail. Certains le choisissent, d'autres sont forcés. En tout cas, c'est une réelle problématique qui demande également des solutions. Et justement, face à ce contexte de travail à la maison, et comme vous êtes très nombreux à me suivre, à me poser des questions sur le sujet de l'organisation, de la gestion du temps que je traite depuis si longtemps, j'ai envie aujourd'hui de partager avec vous les 10 choses que j'ai apprises ces 10 dernières années de travail à domicile et en voyage, sur l'aspect organisation et qu'est-ce que je vous recommande, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, et comment vous pouvez devenir plus organisé, plus serein, progresser et puis continuer à évoluer, parce que c'est l'esprit Game Entrepreneur, voir la vie comme un jeu, puis continuer à progresser. Et à ce propos, j'en profite pour vous faire une grande annonce, comme c'est un sujet qui m'a été énormément demandé. Avant de partager avec vous les 10 leçons des 10 dernières années, j'ai une annonce qui est que j'ai lancé là un nouveau programme. Ça faisait longtemps que j'avais pas lancé un nouveau programme, mais j'ai mis en ligne un programme qui justement traite directement de comment s'organiser à la maison, et un programme sur l'efficacité, la gestion du temps, spécifiquement pour ceux qui travaillent chez eux. Donc comment s'organiser à la maison, comment être efficace à la maison. Je donne tous les conseils pratiques que vous suivez, la méthodologie pour pouvoir organiser votre environnement de travail, vos routines, votre agenda, etc. Quand vous bossez chez vous, que vous soyez salarié en télétravail ou que vous soyez indépendant, entrepreneur. Donc voilà, c'est vraiment axé gestion du temps, et j'ai rendu ce programme accessible, que ça soit en termes de tarifs et aussi d'accès direct. Donc si ça vous intéresse, dans les notes du podcast, vous avez le lien, et si vous y allez assez tôt, si vous avez le temps d'entendre le podcast assez tôt, vous avez droit à une réduction assez conséquente de plus de 70% pour pouvoir profiter de ce programme pour le lancement. Donc ça, c'était la petite parenthèse, l'annonce, et puis justement, quels sont les conseils que je peux vous donner. D'ailleurs, ce sont aussi des conseils que je donne à mes équipes qui sont en télétravail, parce que j'ai une entreprise qui est dématérialisée. Même si aujourd'hui, vous allez me dire, oui, mais Joanne, t'as pas un bureau maintenant? Ou tout à fait. Mais en fait, si j'ai pris un bureau, c'est par rapport à la nouvelle organisation de mon business, même si je suis très souvent, finalement, assez souvent seul au bureau. Mais ça n'empêche pas que j'ai travaillé pendant 10 ans chez moi, et que je suis encore amené aujourd'hui à travailler chez moi parfois, et que ces conseils, justement, j'ai envie que vous, si vous êtes confronté à ça, vous puissiez en profiter. Et il y a des chances, justement, parce que le bureau c'est temporaire, que suite à un déménagement dont je vais parler par la suite, je me crée justement un nouvel espace de travail qui sera le bureau, mais chez moi, avec aussi une évolution, je vous en parlerai après, d'un nouveau studio, etc., de nouveaux lieux. Donc bref, ça c'est pour un petit peu le contexte, et quelles sont ces leçons. Déjà, quand on bosse chez soi, on se rend vite compte qu'il y a une grosse limite qui est tout ce qui est lié à la distraction, que ça soit quand on est chez soi, on a le réfrigérateur, on a les corvées qui sont visibles, on se pose la question de est-ce que c'est nécessaire de se réveiller tôt ou pas, plutôt que de rester au lit. Parfois on voit le lit, parfois on voit le réfrigérateur, on a envie d'y aller, on a envie de se reposer, on a toujours envie soit de se reposer, de se distraire. Et à l'opposé, on peut avoir toujours, et j'ai beaucoup rencontré ça, toujours envie de travailler. Et du coup, même quand 18, 19h, 20h arrivent, on a du mal à
arrêter de bosser, parfois on arrête, on va faire autre chose, on revient, on réouvre le laptop et on se remet à bosser. Et je me rappelle que pendant des années, ça a été un calvaire pour moi de trouver l'équilibre. C'est-à-dire que soit j'arrivais pas à mettre de frontières sur tout ce qui sont les distractions et les corvées entre guillemets et les tâches importantes de la maison, et de l'autre côté, pas mettre de frontières sur le travail. Et puis en plus, pour peu qu'on soit avec quelqu'un, une personne qui vit avec nous, qui soit en décalage ou qui ne, voilà, on se confronte souvent, on se croise souvent durant la journée, là, c'est extrêmement compliqué. Parce que si vous êtes comme moi, je sais que moi, en tout cas, les interruptions, le fait de me parler, le fait de venir me solliciter, ça me tue ma productivité, sachant aussi que quand on est chez soi, et ça on l'a vu beaucoup, je pense que beaucoup de télétravailleurs l'ont vu pendant le confinement, quand vous êtes chez vous, les gens savent que vous êtes chez vous, et du coup ils considèrent que vous êtes disponible. Donc du coup vous êtes toujours sollicité pour des réunions, pour des appels, pour des emails, etc. Il y a plus de limite en fait. Et ça peut entamer et commencer à bouffer, ça entame une sorte de cercle vicieux, ça bouffe quelque part le mental, parce que ça prend de la charge mentale, ça prend du temps, et puis comme il n'y a plus de frontières, parfois on sent une sorte en tout cas moi je l'ai ressenti à un moment, d'intrusion. Et quand on est entrepreneur, c'est souvent aussi les clients qui pensent que comme vous êtes indépendant, libre, vous êtes toujours dispo, ce qui n'est pas le cas, du coup, ils n'en ratent pas une pour vous solliciter. Donc c'est toute cette notion d'équilibre qui est dure à gérer et qui m'a amené sur la première leçon, parce que quand on a tout ça, on se dit, mais en fait, le problème, c'est qu'il faut que je prenne un plus grand appart ou une plus grande maison, que je bouge. Certes, c'est toujours mieux. Mais je vais vous dire que, et c'est la première leçon, et ça je l'ai appris en travaillant dans plein de conditions différentes, l'environnement compte moins que le mindset. Ça veut dire quoi ? J'ai commencé à bosser dans un 8 mètres carrés avec un bureau près du lit, et parfois aussi j'ai bossé dans un truc qui ressemble presque à un placard. Et j'ai réussi à bosser, parce que j'étais déterminé, parce que je voulais réussir, parce que tous les jours je me levais et je bossais, je faisais, même si c'était un petit peu, j'avançais, j'allais faire mon stage de fin d'études, je revenais, je bossais dans ces 8 mètres carrés. Donc si j'ai réussi à bosser dans ces conditions, vous pouvez, vous y arriver. Ça veut dire que quelque part, on pense que les deux sont liés. Forcément, un meilleur environnement facilite le travail, mais techniquement, si vous n'avez pas encore cet environnement et que vous devez bosser pour pouvoir justement développer soit ce business, soit ces revenus, soit cette situation-là, changer pour faire en sorte que vous ayez une meilleure situation pour prétendre un meilleur lieu de vie, qu'est-ce qui se passe ? Il faut bosser. Et quand il faut bosser et que les conditions sont pas terribles, il faut quand même bosser. Donc ce qui veut dire que avant de chercher tout de suite dans le fatalisme de je ne peux pas travailler parce que je vis tel endroit ou parce qu'il y a trop de bruit ou parce que ceci, parce que cela, plutôt changer son mindset et développer de la discipline, de l'organisation, de la concentration, qui vont faire qu'on va moins être toujours dans ce truc de je subis et plus dans ce truc de comment je trouve des solutions et comment, avec ce que j'ai, je fais au mieux pour pouvoir bosser. Et comment justement développer ce mindset ? Je vais vous dire ce qui m'a beaucoup aidé et qui m'aide encore aujourd'hui. C'est le pouvoir des routines et des process. Vous savez, la grande majorité de ce qu'on fait tous les jours, ce sont des habitudes. Ça veut dire que tout ce qu'on fait, du moment que vous vous levez le matin, la première chose que vous faites, la deuxième, la troisième, quand vous allez au travail, le chemin que vous prenez, si vous bossez chez vous, parce que c'est le sujet aussi, l'ordre dans lequel vous allez prendre votre douche, quand vous prenez votre douche, tous les mouvements que vous allez faire, l'ordre dans lequel vous faites les choses, si vous prenez votre douche, vous brossez les dents, vous rasez, etc. Tous ces trucs-là ont une séquence qui est très souvent une habitude. C'est ce qu'on appelle les routines. Et en fait, la routine, elle permet, contre toute attente, parce que beaucoup de personnes, elle permet vraiment de se décharger mentalement et de pouvoir justement avoir plus de discipline. Mais il ne faut pas voir la routine comme un truc qu'on s'impose, genre je dois faire ça, et je me force, même si, certes, c'est une question d'équilibre. Par moments, il faut se forcer un peu pour prendre soin de soi, à adopter des nouvelles routines. Mais en réalité, quand on dit routine, on vit en automatique et ça tue la créativité. Du coup, tout devient automatique, c'est plus intéressant de vivre. Si c'est pour bosser chez soi et qu'il n'y a plus le métro, boulot, dodo, ça va être, je sais pas,
Au lieu d'avoir du métro, ça va être la cuisine, parce que c'est l'endroit où on va le plus souvent. Ça va être cuisine, boulot, dodo. Et du coup, en fait, on vit plus. Mais c'est pas du tout ça. C'est-à-dire que le fait d'avoir des bonnes routines, quand elles sont bien aménagées et qu'elles sont aussi flexibles, ça vous laisse plus de temps. Parce que ça décharge mentalement de ce qui est important de faire que vous faites en automatique, et ça vous laisse de la place pour pouvoir être créatif. Et en fait, c'est l'équilibre entre le cadre et la flexibilité. Le cadre, c'est qu'est-ce qui est important et qu'est-ce qui est nécessaire. Et le premier truc, c'est la santé, il faut le dire, c'est le fait d'être bien, d'être en bonne santé, en bonne énergie. Ça demande, il y a certaines routines qui aident pour ça, d'ailleurs j'en parle dans le programme. Je suis pas forcément de l'école Miracle Morning, se réveiller à 5h du mat, etc. S'il y en a pour qui ça marche, tant mieux, je critique pas, je dis juste que on n'est pas obligé. C'est juste qu'il y a des trucs qu'on peut faire qui permettent de se mettre en bonne énergie, et peu importe l'heure à laquelle vous vous levez ou ce que vous allez faire, ce sont des concepts, ce sont des éléments qui sont assez universels et qui aident à se mettre en bonne énergie, et vous pouvez aussi créer, vous, votre propre routine qui vous met bien, qui vous rend heureux. Et le fait d'avoir ça, ça permet de mettre un peu de cadre, et ce cadre laisse de l'espace pour la créativité et pour les pauses. C'est-à-dire que le fait de mettre du cadre permet de se décharger mentalement en se disant ok, comme je sais ce que j'ai à faire, je fais ça, et du coup mon cerveau est plus disponible pour le reste. Et d'ailleurs ça enlève aussi du stress, parce que souvent le stress c'est quand on a l'impression de ne pas être au contrôle, que tous les jours, imaginez tous les jours vous vous réveillez et vous devez déterminer, réfléchir, qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui, qu'est-ce que sera efficace, enfin qu'est-ce que je dois faire, est-ce que ça va être efficace, du coup, est-ce qu'il vaut mieux que je fasse ça? Est-ce qu'il vaut mieux que je fasse ça? Et du coup, je sais pas quoi faire. Et puis si je fais ça, j'ai la flemme. Et puis finalement, je fais autre chose. Et puis en fait, vous n'êtes pas au contrôle. Et quand je parle justement de reprendre le contrôle du temps et de pouvoir justement avoir de l'espace pour la progression et pour la créativité, vous devez réduire ce stress. Vous devez réduire cette charge mentale. Vous devez réduire ces questionnements inutiles et vous mettre une routine. Et même dans le business, ça m'a beaucoup aidé aussi de mettre en place des process. C'est-à-dire que dans le business, on se dit, ok, qu'est-ce qu'il faut faire pour développer le business? Et tous les jours, je mets le focus dessus. Mes équipes, moi, tout est créé en process pour se décharger mentalement, pour pas avoir à mémoriser. Dès que je fais un truc, je réinvente la roue, je repense à tout ce qu'il faut faire. Au contraire, tout ce qui peut être processé, on le processe. Et du coup, ça nous décharge, ça nous laisse de la place, comme en fait votre cerveau, là, comme une sorte d'ordinateur où vous avez besoin de mémoire, qui reste de la mémoire pour aller plus vite, et cette mémoire qui nous reste, la vitesse qu'on a, je l'occupe pour les moments de stratégie, pour les moments de planification, pour les moments de recul qui vont me permettre après de remettre en place les bonnes actions. Donc vous avez vu, c'est une sorte de fonctionnement dont je parle dans le programme. Je parle de différents pôles, de comment vous organiser, etc. par rapport aussi à vos rythmes, et ça permet justement de remettre ce qu'on appelle, je viens de dire le mot, du rythme. Parce que ce qui vous manque le plus souvent en organisation, c'est du rythme. Et quand on rythme sa vie, c'est un peu comme la musique, hein, c'est le rythme, comme dans les... tout l'art, du style la musique, le cinéma, tout ce qui est vidéo, tous ces trucs-là, ce qui fait que c'est bien et que ça existe, c'est le rythme. Un film qui n'a pas de rythme, c'est un film qui est chiant. Une musique qui n'a pas de rythme, d'ailleurs je sais pas si ça existe, c'est une musique qui est chiante. Et si vous mettez du rythme dans vos journées, et en créant justement vos journées idéales, vos routines, etc., dont je parle dans le programme, c'est là que vous allez pouvoir justement retrouver ce qu'on appelle du flow, de la progression, de l'épanouissement, et puis aussi vous laisser de la place pour de la nouveauté, pour de la créativité, pour de la réflexion, pour vous, pour tout ce qui vous fait kiffer, et de transformer vos journées. Et ça se passe grâce aux routines et aux process. Troisième point et troisième leçon, c'est le pouvoir aussi des règles. Je parlais de mettre du cadre, et j'avoue que ce qui a été le plus dur pour moi dans le travail à la maison, ce sont les règles. Pourquoi ? Parce qu'on a très tendance à ne plus se mettre de limites, comme je l'ai dit. Soi-même, parce qu'on travaille tout le temps, ou on travaille très tard le soir, ou on se divertit trop tôt le matin jusqu'à aller travailler, ou on se divertit très tard au lieu de lire, enfin bref, on n'a pas d'équilibre entre divertissement, travail, flemme et discipline. Ce qui fait que quand on met du cadre et que justement on arrive à se mettre des limites, on met des limites sur le travail pour pouvoir s'accorder du temps libre, et on met des limites sur le temps libre et le divertissement pour pouvoir avoir le temps pour le travail. Et ça marche également pour les proches. Ça veut dire que quand on met des règles, quand vous avez des proches qui sont souvent des personnes autour de vous qui vous sollicitent tout le temps, qui vous parlent, qui viennent vous voir ou qui vous demandent des choses, alors vous êtes en train de bosser dans le même lieu et vous avez besoin d'être concentré et que ça peut créer justement des conflits, c'est que vous n'avez pas vous-même créé vos règles.
quand même des supérieurs vous sollicitent tout le temps et que vous avez agi et finalisé un projet beaucoup plus vite que prévu et qui vous donne encore plus de travail derrière, c'est que vous n'avez pas imposé vos règles. Et les règles, c'est aussi apprendre à savoir dire non. Apprendre à aussi soi-même se mettre des limites pour soi, se dire non à soi, dire non aux autres, et pour dire oui à ce qui est important aussi. Donc vraiment, quand je vous dis que les règles, ça a tout changé, c'est les règles pour soi, de se mettre ses propres règles, de mettre des règles pour les de communiquer aussi aux autres en le faisant bien, certaines règles, de pas vous déranger, de pas vous solliciter à tel moment, etc. Ça change énormément de choses et ça crée un concept qui pour moi est important, en tout cas, je sais pas pour vous, qui est le respect. Vous respectez votre temps, les autres vous respectent et respectent votre temps. Mais le respect, ça demande de poser ses limites et mettre ses règles. 4e point, alors je sais que là, en fait, c'est quand on parle de règles, justement, l'une des règles les plus fortes que je me suis mise en travaillant à la maison, ce sont les distractions. Ça veut dire tout ce qui est l'envie d'aller sur la console de jeu, l'envie d'aller sur le téléphone, l'envie d'aller toutes les 10 minutes dans le frigo. Tous ces trucs-là, en fait, c'est vraiment les distractions, les tentations, quand on est chez soi, elles sont encore beaucoup plus présentes. Quand on va travailler à l'extérieur, on a souvent un lieu qui est adapté pour ça. Que ça soit dans une bibliothèque, dans un bureau ou autre, on a beaucoup moins ces tentations autour de nous. Et comme on les voit pas et comme on les a pas, le cerveau n'est pas stimulé et on n'a pas envie d'aller les consommer. Mais le fait de les voir, le fait de les avoir et tout, c'est très difficile. Pour moi, il y a 2 solutions. Soit on met en place des solutions pour être moins tenté chez soi, soit on muscle son cerveau pour le discipliner plus, pour qu'il résiste plus. Sauf que, étant humain, la résistance, elle a ses limites. Je pense que c'est un équilibre des deux que j'ai créé avec le temps. Ça veut dire que j'ai, avec le temps, coupé de plus en plus des éléments de distraction. J'ai également, en termes d'hygiène de vie, pris des habitudes qui font que je suis moins tenté de mal manger, de grignoter, etc. Et puis surtout, j'ai aussi beaucoup musclé mon cerveau pour... En fait, quand je vous parlais des points d'avant, les routines et les règles m'ont permis d'être moins tenté. Parce qu'à force de développer des bonnes routines, des bonnes habitudes et des règles, en fait, ces éléments-là vont tellement contre mes règles et mes bonnes habitudes que ça va casser quelque chose que j'ai travaillé et créé en termes d'habitudes. Donc du coup, ça va mettre plus en inconfort d'aller vers ces distractions et tentations que dans le confort si on en crée une habitude. Donc c'est un choix. Soit on fait les distractions, tentations, une habitude, soit on en fait quelque chose qui casse nos habitudes et qui peut être, sous une certaine forme, désagréable. Ça, c'est un jeu de création d'habitudes. Et vraiment, je pense que ça, c'est l'un des piliers de l'efficacité, de réussir à ne plus se laisser autant distraire et tenter par les choses qui nous détournent de nos objectifs. 5e point, c'est le point qui est beaucoup plus pour les entrepreneurs, mais même si vous êtes salarié, ça s'applique à vous. Parce que même quand j'étais en stage et les rares expériences professionnelles que j'ai faites en tant que consultant, où finalement j'avais des missions qui ressemblaient à presque des missions de salarié, en fait ce qui m'a aidé, c'est de jouer les multi-personnalités. Ça veut dire que quand on travaille souvent chez soi et quand on est entrepreneur indépendant, on doit gérer autant les prises de décision, la stratégie, l'exécutif, la créativité, la technique, la gestion, la comptabilité, etc. Surtout au début. Après, je recommande plus de tout faire. Et quand on est salarié, on doit aussi gérer différents types de compétences selon le travail que vous faites, mais généralement le travail qui est adapté justement au télétravail c'est souvent le type de travail où on est amené à avoir ces différentes casquettes. Donc moi en fait, ce que j'ai fait et qui m'a beaucoup aidé en termes de multi-personnalité, c'est de jouer des rôles à différents moments et de switcher dans ces rôles pour pouvoir vraiment adapter ça à mes rythmes. Ça, je le développe beaucoup dans le programme dont je vous parle, et d'ailleurs j'en parle dans tous mes programmes sur l'efficacité, tellement c'est un truc qui est game changer. Mais le résumé de ça, c'est que en fait, on va passer et regrouper les différents types d'activités selon la casquette qu'on va mettre. Et cette casquette qu'on va mettre va nous faire jouer un rôle, va nous mettre dans une énergie qui va faire qu'on va être plus concentré, focus et productif pour un certain type de tâches qu'on va enchaîner. Et après, on va mettre l'autre casquette pour
passer sur d'autres tâches. Et du coup, on passe ces journées parfois à changer de rôle. Ça peut être sur l'échelle des journées ou des semaines. Et ça aide vraiment à pouvoir arrêter de vouloir être toujours la tête dans le guidon à faire que de l'exécutif, ou alors que de la créativité, ou alors que de la stratégie, parce qu'il y a un moment où on est obligé de passer par tous ces différents pôles pour être le plus efficace et productif possible. Et à la maison, c'est encore plus dur, parce que quand on est chez soi, je sais que j'ai discuté avec beaucoup de personnes, et beaucoup me disent que quand ils sont chez eux, ils ont beaucoup souvent du mal à être dans les tâches exécutives ou relationnelles. C'est-à-dire que les réunions, les zooms ou les trucs demandent une grosse productivité et tout, quand ils sont chez eux, ils ont du mal. Après, je pense que ça dépend des personnalités. Moi, je sais que par exemple, tout ce qui est les réunions, les meetings, les visioconférences, chez moi, ça me gêne parce que je le vis comme une intrusion. Et je sais pas, c'est un truc très bizarre, c'est peut-être très personnel, mais ça me prend énormément d'énergie. Alors que la même chose en présentiel va pas me prendre de l'énergie, mais le fait de le faire en visioconférence, je sais pas, ça me prend de l'énergie. Donc du coup, j'ai adapté ça pour justement prendre mes différentes casquettes, adapter à des moments différents, trouver un rythme, trouver une organisation qui me permet que ça me prenne moins d'énergie, ou si ça m'en prend, ça n'impacte pas le reste de ce que j'ai à faire. Donc ça, c'est le pouvoir des multi-personnalités que je développe justement dans le programme. 6e leçon, c'est l'importance des pauses. Et je vais vous dire, les pauses et les off sont aussi importantes que les moments de sprint et de productivité. Pourquoi ? Parce que, en fait, ça sert à rien si vous essayez de faire une tâche et que vous, par exemple, vous venez de manger, vous êtes en pleine digestion, vous êtes fatigué, vous arrivez à rien et vous vous forcez à bosser. En fait, il se trouve que quand on se force à bosser alors qu'on n'est pas productif, on va s'épuiser, on va rien produire parce que justement on est trop épuisé, et en plus pour le même temps, si on avait fait une pause et qu'on avait repris après, on aurait été beaucoup plus efficace. Donc c'est important aussi de trouver, quand je parlais de rythme, des moments où vous allez pouvoir prendre des pauses, des moments où vous allez pouvoir vraiment prendre du recul, vous aérer s'il le faut, pour pouvoir retrouver et reprendre la productivité. Ça demande aussi d'écouter et connaître vos rythmes. Et moi je sais par exemple que en fait, quand je commence à vraiment perdre en productivité, ça sert à rien de me forcer, parce que si je me force, je risque vraiment de me griller et ne plus pouvoir rien faire de la journée. Je préfère faire une pause. S'il faut faire une micro-sieste, je vais en faire une. S'il faut m'aérer, je vais le faire. Mais j'ai aucun scrupule et aucun problème à faire des pauses. Tellement les pauses font du bien. Après, bon, si vous avez besoin de pause toutes les 5 minutes, c'est qu'il y a un problème. C'est que là, il faut travailler le fond du sens de ce que vous faites, de la motivation, etc. Mais là, je parle de façon globale. C'est que les pauses, vraiment, les off, les pauses, le s'aérer, c'est aussi important que travailler efficacement. 7e leçon, c'est vraiment, là c'est plus, ça va être un peu une répétition de ce que j'ai dit avant, mais je voulais le prendre à part et insister dessus, c'est savoir dire non. Savoir dire non, c'est ultra important. Quand j'étais étudiant et que je travaillais justement dans ma chambre d'étudiant et chez moi, j'avais toujours ces amis qui m'appelaient pour me proposer d'aller boire un verre, de sortir, d'aller en boîte, des trucs comme ça. Et j'avais souvent tendance, parfois, à être extrêmement tenté à dire oui. Et puis quand je disais oui, quand je rentrais après à 3h, 4h du matin, et que après ensuite fallait aller en cours ou en stage, et que après le soir suivant, j'avais plus d'énergie pour pouvoir travailler sur mon projet, mais qui me rappelait pour sortir, mais comme j'avais encore un petit peu d'énergie, je ressortais, et j'accumulais une fatigue, et j'étais capable de rien. Et en voyant ça, à un moment, j'ai commencé vraiment à me dire, mais écoute, là vraiment... T'as vraiment envie de créer cette boîte, t'as vraiment envie de prendre cette liberté, est-ce que ce que tu fais là c'est cohérent avec où tu veux aller? Et j'ai commencé justement à mettre des limites comme on a parlé avant et à commencer à dire non. Et au début certains le prenaient mal, disaient voilà tu veux plus nous voir, etc. Bref, il y a un moment, les dramas, ça va 2 secondes. Je pense que les gens, si ce sont nos vrais amis, ils comprennent qu'on a d'autres priorités dans la vie et que c'est pas le moment. Et puis surtout, au bout d'un moment, je me suis rendu compte que si j'ai un objectif, il faut savoir dire non. Pareil, et là je donne un exemple d'une époque, mais quand on commence à progresser dans son business, il y a même non dans son propre business, même non de... Quand j'étais en voyage,
et que j'étais dans des endroits super, j'avais tout le temps envie parfois aussi de sortir, ou encore une fois on m'invitait pour des trucs et tout, parfois dire aujourd'hui non, j'ai un projet, je dois terminer et demain c'est ok. Pareil maintenant avec le business où je suis ultra sollicité pour des conférences, pour des sommets, pour des lancements, etc. Et dans 99% des cas, je dis non. Et on pourrait se dire mais oui, mais c'est des grosses opportunités, mais en fait c'est que je préfère dire non sur un truc que je peux faire avant parce que j'ai d'autres priorités. Et quand je dis oui, c'est que c'est à 100%. Et que je dis oui, c'est que vraiment j'ai le temps et je peux le faire bien et j'ai vraiment aussi envie de le faire. Donc du coup, avec le temps, je me suis rendu compte que souvent on a trop l'habitude de dire oui. Souvent par défaut, souvent par peur de manquer une opportunité, souvent par peur d'être rejeté par les autres. Et que finalement, je crois que, et c'est beaucoup de mes mentors qui me l'ont dit d'ailleurs, dire non, ça demande du courage. Dire non, ça demande du courage. Dire non, c'est une grosse marque de confiance. Et dire non, ça crée un concept fondamental dont j'ai déjà parlé, qui est le respect. Ça veut dire que les gens qui comprennent, les gens qui savent que vous êtes, quand vous dites oui, c'est à fond, quand vous dites non, c'est à fond, vont commencer à vous respecter. Et vont aussi, avec le temps, respecter votre temps. Ça veut dire que quand je dis que non, je réponds pas à telle sollicitation maintenant, après, quand je serai dispo, je le ferai. Ou quand quelqu'un veut me demander, par exemple, une interview et que je suis pas dispo et que s'il est pas ok pour être dispo au moment où je peux, c'est qu'il la voulait pas vraiment, c'est pas grave. En fait, c'est ça, c'est de se respecter en disant non. Je dis pas de devenir l'enfoiré qui dit non à tout le monde de la mauvaise des façons. Il y a une bonne façon de le faire. Je dis juste que non, ça permet justement, et je vous dis, ça fait toute la différence sur la capacité à rester focus sur ses priorités et ce qui est important. Mais ça demande d'être au clair sur ses priorités, ça demande d'être au clair aussi sur où on va et qu'est-ce qu'on doit faire, et ça demande, et ça c'est vraiment important, une énorme confiance en soi. Ça se travaille. Apprendre à dire non, je peux vous dire que finalement avec le recul, c'est ce qui m'a ouvert le plus d'opportunités avec le temps et qui m'a créé le plus de respect, surtout sur mon temps. 8e leçon, la dopamine, c'est vraiment l'ennemi numéro 1 de la productivité. Il y a une mode en ce moment de tout ce qui est détox de dopamine. Dopamine detox, je sais pas, beaucoup d'Américains font ça. Et la dopamine, c'est quoi ? C'est tout ce truc qu'on a créé dans l'environnement, surtout la technologie l'utilise à mort, de nous créer des satisfactions immédiates. Sur les réseaux sociaux, de poster un truc, d'avoir des likes, de toujours... même quand on poste quelque chose, d'avoir un temps d'attente avant que le truc soit posté et qu'il y ait des réactions derrière, le fait aussi d'aller se divertir, de consommer aussi ce qu'on appelle du contenu fast-food, du contenu qui fait du bien, qui est agréable, du divertissement, le fait de toujours aller vite, beaucoup plus vite, sur des choses qui nous donnent très 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 rapidement et de plus en plus rapidement des satisfactions immédiates. Ça détruit votre productivité et ça détruit votre muscle de discipline. Et l'addiction à la dopamine, je me suis rendu compte que l'époque où c'était entre 2013 et 2014, j'étais à fond sur un projet dans le jeu vidéo et j'étais retombé dans ce truc j'étais devenu beaucoup plus consommateur de contenu que créateur. Et j'étais aussi extrêmement, à cette époque, c'est le moment où j'étais peut-être le plus sur les réseaux sociaux, j'étais à fond, j'arrêtais pas, et ça me bouffait un temps fou. Tout ça parce que j'avais toujours cette satisfaction, c'est-à-dire le moment où j'avais le plus de résultats, parce que je courais après les likes, je courais après les vues, je courais après tout ça, et je me suis rendu compte que finalement, je courais après les mauvaises choses, après les mauvais indicateurs qui étaient juste... C'était ma drogue en fait, c'était mes shots, mais ça me nourrissait pas le truc le plus important, le fond du développement du long terme. Et ça commençait à détruire finalement ma productivité. Et ce sont les années aussi où j'estime avoir été le moins productif. J'avais produit beaucoup, parce que je me rappelle en 2013, c'est l'année où j'avais créé des programmes toutes les semaines et tout, j'étais vraiment à fond. Et puis il y a un moment en fait, deuxième partie de l'année, je suis parti en Thaïlande. C'était mon premier voyage là-bas. Et quand je suis revenu, ma productivité, elle était complètement flinguée. Et tout le reste de l'année, j'ai presque rien produit. Je me suis grillé. Bref, j'ai fait toutes les erreurs possibles. Et j'étais devenu accro à ces divertissements, cette dopamine, ces contenus fast-food. Et c'est d'ailleurs l'époque où ça explosait. C'est l'époque où YouTube explosait vraiment. Et les réseaux sociaux explosaient vraiment. Il y avait tout ce truc-là autour. Et je me suis rendu compte qu'aujourd'hui, je pratique une sorte de minimalisme de consommation et que je suis plus dans la création ou la consommation de tout ce qui est contenu long, de lecture, de podcasts longs, de livres audio, de choses qui demandent de la concentration pour remuscler ton cerveau, parce que je vous dis, cette addiction
au shot de dopamine, ça flingue clairement le cerveau. 9e leçon, changer de mode. Alors ça, vraiment, je vous dis, le mode en fait dans lequel on est très souvent, c'est un mode où on subit, où on réagit. Beaucoup sont comme ça. Quand je parlais des shots de dopamine, en fait, beaucoup sont toujours dans la réaction, le fait de subir. Dès qu'un email arrive, dès qu'un message arrive, ils répondent. Ils sont tout le temps sur les réseaux, ils réagissent à tout ce qui se passe, ils réagissent à l'actualité, ils réagissent à ceci, à cela. Ils subissent un peu les choses. D'ailleurs, en ce moment, on le voit beaucoup, beaucoup subissent à mort cette crise et se plaignent énormément. Je dis pas qu'il n'y a pas de conséquences, et même des conséquences qui sont très difficiles pour beaucoup, notamment d'entrepreneurs et de business, mais passer son temps à tout le temps réagir à chaque chose qui se passe au niveau de l'actualité, à toujours réagir en disant je suis victime, j'y peux rien, je me plains, je suis dégoûté, ceci, cela, en fait c'est une posture, c'est un mode. Cette posture, elle est tout sauf proactive, elle est tout sauf une posture de leader. Et je peux vous dire que si c'est une bonne leçon que j'ai apprise, parce que comme je vous dis, je vous parle des erreurs que j'ai faites aussi, quand on tombe dans ce genre de posture, on peut y tomber à un moment ou à un autre parce qu'il y a un truc qui va nous toucher émotionnellement et on va réagir et rentrer dedans. Du coup, en fait, on perd son énergie de création et on perd aussi le focus sur qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on contrôle vraiment. Et qu'est-ce qu'on contrôle ? On contrôle nos pensées, certes, nos décisions, nos actes. On ne contrôle pas tout ce qui se passe. Et en fait, c'est pour ça que beaucoup subissent le temps, subissent les décisions des autres, subissent les urgences des autres, au lieu de pouvoir avoir réellement contrôle sur ce qui compte pour eux. Et ça, je me suis rendu compte qu'on tombe beaucoup plus dedans, parce que je sais que je parle de concepts qui peuvent être même pas dans le fait de travailler chez soi ou en voyage, mais en fait je me suis rendu compte, pour remettre du contexte dans ce que je raconte, que c'est encore plus fort quand on est chez soi, parce que quand on est chez soi, il y a une sorte de cocon et de bulle qui fait qu'on joue quelque part à domicile, et que quand on va voir ces choses-là qui arrivent, on va y réagir beaucoup plus vite. Alors je sais pas, je pourrais pas expliquer ça dans tous les détails au niveau du cerveau, mais il y a cet effet en fait cocon, où on est dans un mode justement psychologique qui fait que c'est beaucoup plus facile de réagir et qu'on est beaucoup plus dans un mode personnel. Alors que quand on va dans un lieu de travail ou autre, on réagit beaucoup moins parce qu'on se tient en fait quelque part socialement, et même souvent on n'a même pas le temps d'aller voir tout ça. Donc vraiment, je vous dis, changer de posture, changer de mode, passer de consommateur qui réagit, qui se victimise un peu, à quelqu'un qui crée, qui produit, qui est leader, qui focus sur ce qu'il contrôle, ça change tout. Ça vraiment, c'est un concept mindset très puissant, et ça c'est une leçon que j'ai apprise très forte, et le fait d'avoir changé ça, le fait d'être moins dans la réaction, d'ailleurs presque plus moi qui étais celui qui réagissait le plus sur tout ce qui se passait, tout ce que faisaient les autres, je peux vous dire que ça m'a libéré un temps énorme, mais énorme. Et ça, c'est ultra important de se le rappeler. Et la dernière leçon, la 10e, c'est que tout est une question de priorité. Et oui, en fait, vous n'avez pas des problèmes de temps, vous n'avez pas des problèmes de manque de temps, d'organisation, etc. Vous avez un problème de priorité. C'est-à-dire qu'on peut avoir des journées extrêmement occupées, on fait plein de choses, et puis à la fin, on n'a rien fait de concret, on n'a pas avancé. Parce que tout dépend de ce que vous allez faire durant ces journées. On a tous 24 heures par jour. Je sais, l'objection courante, c'est « Oui, mais moi, j'ai ceci, moi, j'ai des enfants, moi, j'ai telle obligation, j'ai telle situation, j'ai tel travail, j'ai ceci, j'ai cela. » Oui, mais finalement, on a quand même, c'est un fait, tous 24 heures par jour. Maintenant, comment on les remplit ? Et ça, c'est des priorités. S'il y a des enfants, si c'est des priorités, ils sont prioritaires, tant mieux. Si c'est une question de priorité, je ne suis pas là pour juger. C'est juste qu'à un moment, il faut être lucide que tout ce qu'on va faire durant la journée va être dans le cadre de priorité. Et ça, c'est quelque chose qui est très important, c'est la façon d'utiliser votre temps détermine ce qui est prioritaire pour vous. Ça veut dire que si vous passez votre temps devant la télévision, devant les réseaux sociaux, à réagir, à regarder le divertissement, etc., c'est que c'est votre priorité. Je sais que c'est dur, mais c'est votre priorité, parce que vous l'avez choisi. Et les priorités, c'est vraiment comment vous empilez les choses et par quoi vous commencez. Et très souvent, on se rend compte que beaucoup de personnes, moi je vous dis, passent tellement de temps à faire des choses qui sont incohérentes avec leurs aspirations, que c'est pas étonnant en fait qu'ils n'arrivent pas. Et d'ailleurs, j'ai une leçon très très forte qui est que
Si je regarde, il suffit de regarder comment quelqu'un utilise son temps et utilise son argent pour savoir un peu le potentiel qu'il a. C'est-à-dire que entre quelqu'un qui passe ses journées à acheter des bières et consommer des bières devant des matchs de foot, etc., et celui qui passe ses journées à boire peut-être beaucoup d'eau, à s'entraîner, à faire beaucoup de sport, etc., au niveau de la santé, on sait où ça va mener sur le long terme. De même, quand vous avez par exemple des entrepreneurs, entre celui qui passe son temps à consommer 10 000 contenus mais qui n'en fait jamais rien, ou qui consomme 10 000 contenus mais qui consomme des contenus fast-food au lieu de lire des bons livres et tout, et celui qui, certes il consomme, mais aussi il crée, il applique, et il passe beaucoup de son temps, et plus de la moitié de son temps, à appliquer ce qu'il apprend, on sait où ça va mener, entre le passif et l'actif. Donc vous avez vu, ça c'est vraiment aussi quelque chose de très important, c'est que vous n'avez pas des problèmes de temps, vous avez des problèmes de priorité. Vous voulez gérer votre temps, gérez vos priorités, reprenez le contrôle des priorités. Et mon obsession aujourd'hui, en termes de travail et d'organisation, c'est de définir clairement quelles sont mes priorités. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous. Je pense que ces leçons-là sont des leçons qui sont pour moi des game changing dans l'organisation personnelle, que ça soit l'importance du mindset avant l'environnement, le fait de réussir à se créer des routines, des process pour laisser de la place pour la créativité, le pouvoir de créer des règles, le fait de réussir à muscler son cerveau pour couper les distractions et tentations, le réussir à jouer de différentes personnalités, savoir aussi prendre des pauses, savoir s'arrêter, savoir s'affirmer, poser ses limites en disant non, réussir à se détacher de l'addiction au shot de dopamine, changer sa posture et son mode de fonctionnement, et puis surtout définir ses priorités, c'est ce qui fait toute la différence. Parce que vraiment, c'est un truc qu'on n'apprend pas à l'école, et c'est dommage, hein. On n'apprend pas tout ça à l'école, on n'apprend pas, et je sais de quoi je parle, j'ai fait 5 ans d'études, et malgré toutes les études que j'ai faites, tout ce que j'ai enchaîné comme études en France, aux USA, au Canada, j'ai jamais eu un seul cours sur la productivité, sur l'efficacité. Mes expériences professionnelles, personne m'a appris à m'organiser, et j'ai dû apprendre sur le tas, j'ai dû expérimenter, faire mes conneries comme je vous en parle, énormément lire sur le sujet, tester des choses et tout, pour réussir enfin à trouver mon rythme, à trouver ce qui fonctionne. Et ces concepts-là, c'est pas, vous avez vu, j'ai pas parlé de méthode de gestion d'agent, enfin, quand je dis agenda, je vous ai pas dit de faire comme ci ou comme ça, j'ai pas dit prenez telle feuille pour remplir comme ça, pour avoir un bon agenda, je vous donne pas un outil spécifique, même si parfois j'en partage, et dans le programme j'en partage, c'est juste que tout ça ne va pas enlever l'importance d'avoir une capacité à s'organiser. C'est un peu comme vouloir les meilleures chaussures de running et ne pas savoir courir ou ne jamais aller courir. C'est comme vouloir apprendre à courir avant de savoir marcher. Bref, c'est vraiment que la productivité, l'efficacité, l'organisation, ça vient d'abord de vous, de votre mindset, de votre état d'esprit, et ensuite derrière, vous trouvez les bons outils, les bonnes choses. Et ce qui est bien, c'est que quand on adopte ce mindset-là, que vous soyez chez vous, que vous soyez en déplacement ou que vous soyez au bureau, vous êtes productif et efficace. Vous respectez votre temps, vous contrôlez votre temps, vous gérez aussi beaucoup mieux votre stress, et surtout, vous avez une meilleure relation aussi avec les autres qui vous respectent, parce que il faut savoir aussi se faire respecter, et ça demande d'habituer, de poser des règles, de poser des limites, de bien communiquer. Et voilà, c'est ce qui fait vraiment la différence. Donc c'était ce que je vais partager avec vous. Et d'ailleurs, n'oubliez pas, si vous voulez profiter de la méthode sur comment s'organiser quand on travaille à domicile, quand on travaille à la maison, c'est en descriptif, profitez-en, allez-y. Et puis j'espère que ça pourra vous aider à retrouver l'équilibre entre le pro et le perso quand vous bossez chez vous, que ça soit en télétravail en tant que salarié ou en tant qu'indépendant entrepreneur freelance qui travaille chez lui. Et même si vous êtes amené parfois même à travailler chez vous sur votre temps libre en revenant du travail pour ce projet qui vous tient à cœur, ces éléments vous aidera même à mieux vous organiser de façon globale. Donc voilà, donc c'est dans les notes du podcast, vous allez vous profiter de tout ça. Et puis moi, je vous souhaite beaucoup de succès. Et puis j'espère que ces conseils vous ont aidé. N'oubliez pas de laisser des petites reviews sur iTunes, ça m'aide beaucoup à référencer le podcast, à le faire connaître. On est de plus en plus nombreux sur ce podcast Game Entrepreneur, donc merci à vous. Et puis je vous souhaite encore une fois plein de succès. Et on se retrouve très très vite pour les futurs contenus. À très bientôt.